Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La transition politique compromise au Soudan après le coup de force mené par les militaires. Quel avenir politique pour le pays? Le gouvernement de transition, désormais dissous, devait accompagner le Soudan jusqu'aux prochaines élections de 2024. Améliorer l'accès aux structures de santé en Afrique d'ici 2030, c'est la mission que s'est donnée la Banque africaine de développement qui, pour ce faire, a lancé un processus de consultation. Et puis, retour sur le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2021. Plusieurs équipes ont été éliminées, dont les Corbeaux du TP Mazembe face aux Sud-Africains. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord du nouveau au sujet de la situation politique au Soudan. Le Premier ministre de transition Abdallah Hamdok a été ramené à son domicile ce mardi. Une information confirmée par ses services qui, dans un communiqué, précise que le dirigeant est sous étroite surveillance. Il avait été arrêté par l'armée ce lundi avec plusieurs membres civils du gouvernement. Cette crise politique au Soudan était d'ailleurs au centre des discussions ce mardi lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Ses membres prévoyaient d'adopter un texte en vue de condamner ce coup de force des militaires dans les termes les plus forts selon un diplomate. Coup de force qui survient plus d'un mois après la tentative de coup d'État déjoué. Avec la dissolution du gouvernement de transition, l'avenir politique du Soudan s'assombrit. Plus de 2 ans après la chute de l'ancien président Omar el-Béchir, l'équipe dirigeante devait mener la transition jusqu'au prochain scrutin de 2024. Joël Ballot. Au Soudan, le coup d'État militaire du 25 octobre 2021 vient assombrir les perspectives d'une sortie de crise politique. La transition qui battait déjà de l'aile depuis 2019 avait placé militaires et civils à la tête du pays. Aujourd'hui, le Soudan est aux mains de l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan qui a dissous les autorités de transition, décrété l'état d'urgence. L'objectif de cette opération, garantir aux militaires la main sur les mannes financières de l'État et pas de procès pour les actes de guerre. L'impact de ces coups d'État est des plus négatifs par rapport à la situation au processus politique au Soudan, parce que le peuple soudanais ne voulait plus de la présence des militaires au pouvoir. Et au-delà de ne pas vouloir la présence des militaires, il fallait aussi que les civils soient démocrates et qu'ils excellent dans la bonne gouvernance. S'insurgeant contre la gestion militarisée de l'État, les Soudanais qui réclament la remise du pouvoir aux civils ont pris d'assaut les rues, demandant une transition politique démocratique en droite ligne de l'accord de paix qui stipulait le retrait de l'armée et l'organisation des élections en 2023. Des demandes qui n'ont pas encore trouvé un écho favorable car les militaires ne souhaitent plus céder le pouvoir souverain dont la présidence devait passer aux civils le 17 novembre 2021. Premier défi, mettre les militaires hors d'état de nuit, qui rentrent dans leurs casernes et qui se mettent à protéger les frontières et l'indépendance politique du pays. Au niveau des civils, qu'on ait un gouvernement démocratique qui va lutter contre la crise économique. Les militaires soudanais ont pris le pari de s'arroger les pleins pouvoirs sur la transition au Soudan. C'est donc une nouvelle vague de contestation politique à laquelle viennent s'ajouter les condamnations de la communauté internationale à l'endroit du Soudan. Dans l'actualité également, l'arrestation au Bénin de 4 djihadistes présumés. Interpellés dans le village de Kouatena situé dans le nord-ouest du pays, ils ont ensuite été placés en détention provisoire. Une arrestation survenue dans le cadre d'une opération menée par les forces de l'ordre les 24 et 25 octobre. Si l'on sait que ces djihadistes présumés sont de nationalité béninoise, on ignore encore leur plan d'action, ni même le groupe terroriste auquel ils appartiennent. À noter qu'ils ont comparu ce lundi devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la Criette qui les poursuit pour appartenance à une organisation terroriste. Au Niger, la société civile d'Arlit hausse le ton contre le groupe français Orano. Dans une déclaration adressée à son directeur général Moussa Soulé, elle est revenue sur la fermeture de la mine d'Akuta dont les ressources en uranium ont été épuisées. Alors qu'un plan social a été acté par la compagnie, la société civile estime que les préoccupations des populations n'ont toujours pas été prises en compte. Roberto Bokbe. Quelques mois après avoir rédigé une lettre ouverte au chef de l'État nigérien, c'est un retour à la charge de la coordination de la société civile d'Arlit. Cette fois-ci, elle a décidé de mettre la pression sur les autorités et le Parlement
sur la fermeture de la mine d'uranium d'Akuta survenue fin mars 2021. Pointé du doigt, le groupe français Orano, accusé de léser les populations environnantes. Donc en fait, Areva abandonne la population dans les désarrois. Bien sûr, nous disons que nous sommes en deuil au niveau d'Arlit. Et je faisais allusion en fait souvent au terme des Maliens. Les premiers ministres maliens, si vous voulez, Areva nous a abandonnés en plein vol, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui que la pollution est là, donc elle est suffisamment entassée, elle est suffisamment durable. Et Areva s'en va sans aucun minimum de respect de cette population qui va vivre ici après. C'est-à-dire en prenant un dispositif réglementaire par rapport au sarcophage et puis bien sûr à la fermeture de la mine et puis bien sûr l'accompagnement social. La coordination alerte également sur une spoliation des travailleurs indirects de la compagnie minière d'Akuta. Elle demande une meilleure transparence dans la conduite du plan de réaménagement et le respect de la responsabilité financière de chaque partie, souhaitant aussi que la mine soit réouverte pour tenter d'en retirer les engins et autres matériels enfouis dans une logique d'assainissement et de valorisation. Nous souhaitons ressortir les engins qui sont dedans. C'est des engins qui ont des valeurs de milliards. Certains sont tout neufs, on peut les vendre et récupérer cet argent. Et pourquoi faire de tels gâchis ? Nous ne comprenons pas cela. Et alors que même si la raison qu'ils veulent utiliser c'est la contamination se détermine par ce que nous appelons la réglementation, c'est-à-dire on fait des mesures pour voir si telle chose ou telle est contaminée ou pas. C'est pourquoi aujourd'hui on n'est pas d'accord qu'ils y aient enterré ces engins au fond de la mine. Pour rappel, suite à cette fermeture, la compagnie minière d'Akuta a mis en place un plan de réaménagement du site dont le budget est d'environ 95 milliards de francs CFA. La coordination de la société civile d'Arlit suit avec intérêt l'évolution des opérations du réaménagement du site. En cas de non-action, elle entend engager des protestations. À l'heure où la pandémie de coronavirus a révélé la fragilité des systèmes de santé en Afrique, la Banque africaine de développement entend changer la donne. L'institution a lancé un processus de consultation qui a réuni notamment les différents ministres de la Santé du continent. Le but, parvenir à une stratégie qui permettra d'ici 2030 d'améliorer l'accès aux structures de santé en Afrique. Roberto Bopé. Bonne santé et bien-être. Voici l'intitulé qui sous-tend la stratégie qui vise à améliorer l'accès aux services de santé en Afrique d'ici à 2030. Un service de santé insuffisant que le Covid-19 a affecté davantage, mettant en évidence ses lacunes. Les infrastructures sanitaires sont inégalement reparties et souvent de mauvaise qualité. Seule la moitié des établissements de soins de santé primaire en Afrique subsaharienne ont accès à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates. Ces consultations sont essentielles pour garantir la mise en œuvre d'une stratégie efficiente, efficace et durable. La pandémie de Covid-19 et son impact sur les vies et les moyens de subsistance justifient fortement les investissements renouvelés du groupe de la Banque africaine de développement dans les infrastructures de santé de l'Afrique et les efforts visant à renforcer la résilience de ces systèmes de santé. Les domaines d'intervention privilégiés de cette stratégie sont les infrastructures de soins de santé primaire pour les populations mal desservies, avec des investissements dans les infrastructures de soutien afin de garantir que les installations sont reliées aux services d'eau et d'assainissement, l'énergie entre autres, y compris les collaborations publiques-privées. Les innovations en termes de technologie seront mises à contribution dans la prestation des services de santé. Pour que cette initiative soit véritablement bénéfique pour les pays africains qui sont les membres de la Banque africaine de développement, il faudrait que les réflexions qui seront menées soient des réflexions qui cadrent exactement avec les problèmes que vivent les pays. Parce que nous avons une expérience de plusieurs décennies aujourd'hui de beaucoup de projets, de beaucoup d'initiatives qui ont été faites dans le cadre de la santé en Afrique, mais qui n'ont pas porté justement des fruits à cause de ce manque de réflexion adaptée à la question.
La stratégie visant à améliorer l'accès aux services de santé en Afrique d'ici à 2030 a été élaborée en conformité avec l'objectif de développement durable numéro 3 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les parties prenantes invitées ont jusqu'au 5 novembre prochain pour prendre part au processus de consultation sur la stratégie du groupe de la Banque pour les infrastructures sanitaires de qualité en Afrique. En 2020, il a tué environ 685 000 femmes dans le monde. Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes selon l'Organisation mondiale de la santé. En Afrique, ce taux de mortalité est l'un des plus élevés. Pour pallier ce problème, l'ONG Ecomedia en Côte d'Ivoire encourage les femmes à se faire dépister le plus tôt possible. Reportage de notre correspondant, Ange Bijou-Nomenio. Le cancer du sein se guérit. C'est le message porté par l'ONG Ecomedia sur tout le territoire ivoirien. L'objectif est de sensibiliser les femmes à se faire dépister tôt. Car plus vite elle est détectée, plus vite on peut guérir de cette maladie. En Côte d'Ivoire, l'OMS dénombre à plus de 1000 le nombre de femmes qui meurent du cancer du sein. Et le manque de communication constitue un véritable obstacle dans la lutte contre cette maladie. En mettant en place les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, l'ONG Ecomedia espère ainsi l'éradiquer. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, c'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup, mais je voudrais plaider ce matin en faveur d'une prise en charge globale de ces femmes-là qui vivent dans la détresse et qui n'ont pas toujours la possibilité de se faire soigner. On fait déjà beaucoup, mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire peut faire davantage pour ces filles, pour ces enfants qui meurent dans la solitude du cancer du sein. Après les discours, place à la pratique. Les descentes sur le terrain permettent de constater l'efficacité de la communication sur l'engagement des femmes à très tôt se faire dépister. La période des règles, quelques jours après, quand ça va baisser, quand ça vous fera plus mal, vous touchez le sein, d'accord? Ou bien allez-y voir le gynécologue, il pourra vous aider. C'est bon? Voilà. C'est bon, mesdames? Tout l'intérêt de cette campagne-là pose sur le geste de générosité que nous comptons porter à ces femmes-là, c'est-à-dire, quand elles sont dépistées, ça va créer forcément un besoin. Qu'est-ce qu'on fait d'elles après? Donc pour toutes ces femmes-là qui seront diagnostiquées, nous, ONG, nous prenons l'engagement de leur venir en aide, c'est-à-dire de participer à leur prise en charge médicale. D'autres centres communautaires ont également bénéficié des programmes de dépistage, avec le même message d'espoir porté. C'est mieux de venir et de connaître ce qu'on a dans le corps que de rester à la maison. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui de venir avec ma fille, ma cadette, pour venir se faire dépister. Le message que je voulais lancer, c'est dire à mes sœurs que le cancer de sein tue. Tuons le cancer de sein en nous faisant dépister. La Côte d'Ivoire a beaucoup avancé dans la lutte contre le cancer du sein. Depuis 2017, il est possible de se faire soigner du cancer avancé suite à l'établissement d'un centre de radiothérapie. À l'instar d'autres organisations, l'ONG Ecomedia, classée parmi les pionniers de la sensibilisation contre cette maladie, s'en réjouit. Vous avez compris, parce que la maladie... L'actualité sportive à présent avec le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF 2021. Des rencontres marquées par l'élimination de plusieurs équipes. Parmi elles, le TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Les Corbeaux ne sont pas parvenus à s'imposer face aux Sud-Africains. Mazembe éliminé par les Sud-Africains d'Amazulu. Ça fait désordre en RDC, 0-0 et un but partout au retour. Les joueurs du président Moïse Katumbi ont du mal à digérer cette défaite, mais les Corbeaux ont été trop inefficaces pour espérer mieux. Concernant cette saison 2021-2022, le Sénégal aussi traverse un mauvais moment et n'aura aucun représentant en compétition interclub de la CAF, car Tungut FC et Diambars, respectivement engagés dans les préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe CAF, ont été éliminés. En Algérie, le Sétif a remonté son handicap de 3-1 qu'il a subi en Mauritanie pour battre le FC Nouadhibou 2-0 et se qualifie pour la phase de groupe. Pourtant, en Mauritanie, on y croyait. Malheureusement, ils ont encaissé ce but à l'extérieur. Je pense que le match de retour en Algérie, ils vont essayer de bien le négocier avec ce 2 buts d'écart. Mais FC Nouadhibou, ils ont tout simplement compris que pour aller loin, pour
essayer de compétir, il faut mettre les ingrédients. Du coup, l'entraîneur de l'Sétif a pris espoir et restera en poste. On aura plus de choix pour faire qualifier plus de 8 nouvelles recrues durant le mercato estival. Le Sétif ne peut concourir que pour des titres sur le plan local et continental et sera un rude adversaire à l'instar des grands de l'Afrique. À Rades, l'Espérance de Tunis, quadruple champion, a subi une dure résistance face aux champions libyens d'Al-Ittihad en s'imposant 1-0. Les Algériens du CR Belouizdad ont aussi réalisé une belle opération en battant les Ivoiriens de la SEC sur la règle des buts à l'extérieur après avoir gagné 2-0 alors que le match s'était soldé sur un score de 3-1 au match aller. À Casablanca, le Wydad écrase les Hearts of Oaka du Ghana 6-1. Voici les équipes qualifiées. Espérance et Étoile du Sahel de la Tunisie, Raja et Wydad du Maroc, Al-Hali et Zamalek d'Égypte, CR Belouizdad et Sétif d'Algérie, Amazulu et Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Al-Hilal et Al-Merrikh du Soudan, Oroya de la Guinée et Galaxy Joaneng du Botswana, Pedro Atlético et Sagrada Esperança de l'Angola. 16 équipes et tirage au sort de la phase de poule le 23 décembre au siège de la CAF. La composition des chapeaux a été effectuée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.